Bonjour à tous. En ce 8 avril 2025, bienvenue au webinaire L'entretien des infrastructures vertes drainantes dans la ville de Montréal. Donc, laisser la nature prendre sa place en ville, qui est organisé par le service de l'eau de la ville de Montréal et le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Je suis votre animateur aujourd'hui, Nilson Zepeda, je suis responsable du pôle Nature et eau au CRE Montréal et j'aurai le plaisir d'être l'animateur pour la journée. Un très bref mot sur le CRE Montréal. Donc, nous sommes un organisme de bienfaisance indépendant qui travaille vraiment à la protection de l'environnement et la promotion du développement durable sur l'île de Montréal. On intervient à plusieurs niveaux, donc nous travaillons beaucoup d'enjeux. La concertation fait partie de notre ADN. Vraiment, là, c'est vraiment au cœur de nos actions. Nous animons des espaces d'échange, comme par exemple la communauté de pratique sur le développement de la trame verte et bleue active. Aussi, nous participons beaucoup à la mobilisation des connaissances. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un très bon exemple de cet objectif-là. Mais on produit aussi des guides, des outils qui nous accompagnent aussi les passages à l'action de plusieurs acteurs, notamment en soutenant les arrondissements dans la réforme de leur réglementation. Enfin, nous faisons rayonner les initiatives locales à travers le gala annuel. Certains d'entre vous ont déjà assisté certainement les galas du CRE Montréal, qui met en lumière des projets inspirants. Donc, en 2023, je me répète de le rappeler, les services de l'eau seraient illustrés par ces projets en gestion de l'eau pluviale qui sont abordés, entre autres, dans le cadre des sous-webinaires. Donc, petite mise en contexte pour ceux qui n'ont jamais assisté à ces webinaires-là, c'est les quatrièmes finalement. Celui d'aujourd'hui est le quatrième d'une série de 8 webinaires qui sont intitulés S'adapter aux plus abondantes, l'exemple de Montréal. Et le deuxième de la thématique, infrastructure verte drainante. Donc, juste pour, à titre de rappel, il y a trois thématiques, là. La première, c'est la résilience urbaine aux plus abondantes. Donc, il y a le webinaire du 26 février, du 26 mars, en forte partie. Là, on est vraiment dans infrastructure verte drainante sur rue. Puis ensuite, la troisième thématique, c'est les espaces publics résilients pour la gestion des eaux pluviales. Cette série de webinaires présente les dernières réalisations, stratégies, des outils aussi qui sont mis en place par la Ville de Montréal en matière d'adaptation au changement climatique, pardon. Et c'est rendu possible grâce à la participation financière du Plan pour l'économie verte du gouvernement du Québec. Donc, je vous invite à explorer la programmation et à vous inscrire aux autres webinaires qui restent en consultant la programmation complète sur notre site web. Donc, la présentation du webinaire d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, on va vraiment mettre en lumière les approches qui sont adoptées par la Ville de Montréal pour optimiser l'entretien horticole, donc des infrastructures, tout en assurant leur performance environnementale et leur acceptabilité sociale. Euh, Nos amis du service de l'eau vont présenter des outils qui sont développés par la Ville, tels que des guides pratiques, des projets de recherche et des suivis, les fiches d'aide-mémoire, ainsi que les éléments clés à considérer pour assurer l'entretien. Le webinaire d'aujourd'hui présentera les outils développés par la Ville de Montréal, comme des dessins normalisés et des guides pratiques. Donc, euh, avant de débuter, pour passer vraiment au feu de l'action, j'aimerais quand même vous informer sur quelques consignes importantes pour les webinaires d'aujourd'hui. Donc, vos caméras et vos micros sont automatiquement fermés. C'est vraiment un mode webinaire. Je vous invite aussi à poser vos questions aux panélistes tout au long de la présentation, mais en utilisant la fonction Q&A qui se retrouve vraiment en bas de votre fenêtre Zoom. C'est là que je vais aller piger les questions en fin de présentation. Puis, on va tenter de répondre évidemment à toutes les questions à la fin. Si vous souhaitez utiliser le chat, là, vous pouvez le faire évidemment, mais c'est pour exprimer des commentaires ou partager vos réactions, à la limite apporter d'autres ressources aussi que vous pourriez connaître. Et vous avez la chance aussi de vous renommer si vous souhaitez, et sachez que un webinaire est enregistré. Donc, la présentation va durer environ 1 heure, puis on va prévu à peu près 20 minutes de période de questions. Puis à la toute fin, là, normalement, il y a une page avec un questionnaire d'évaluation qui s'est ouvert lorsque vous êtes connecté à la présentation. Et là, j'ai un point très important, une information très importante à vous mentionner, c'est en lien avec l'obtention des attestations. Donc, plusieurs d'entre vous sont très intéressés par ce type de document-là. Et jusqu'au webinaire passé, on fonctionnait vraiment à la mitaine, comme on dit, donc vraiment des demandes individuelles. Puis là, aujourd'hui, on a mis en place, à partir d'aujourd'hui, justement, une méthode automatisée
pour l'obtention des webinaires, vous allez voir, vous avez juste à remplir un formulaire d'inscription avec votre nom et votre courriel. Donc ça va être partagé lors du courriel de remerciement. Et vous aurez la chance de les remplir. Vous allez voir, ça prend 30 secondes. Vous avez la chance de les remplir jusqu'au 10 avril 2025 à midi exclusivement. Ça va vraiment faciliter l'ensemble du processus. Vous devrez le recevoir dans les minutes qui suivent à votre inscription dans le formulaire. Donc, il ne sera plus nécessaire d'adresser des demandes par courriel. Donc, je vais présenter aujourd'hui, là, nous avons Dominique Baudry qui revient avec nous, conseiller en aménagement, équipe infrastructure verte à la Ville de Montréal. Ça va être notre conférencier d'aujourd'hui. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, Dominique est fort d'une expérience de 20 ans dans le domaine de l'aménagement urbain pour les comptes de diverses municipalités et arrondissements. Il est maintenant conseiller en aménagement à la Ville de Montréal au sein de l'équipe Infraverte du service de l'eau depuis 2022. Il encadre des projets de recherche et de collaboration avec des partenaires externes également. Vulgarisateur, il veille à la visibilité du programme Infraverte tout en collaborant à divers comités techniques en lien avec l'adaptation du cadre bâti face aux pluies abondantes. Il se spécialise aussi dans la gestion des projets et des programmes municipaux multidisciplinaires et se caractérise par une approche holistique et pragmatique. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais vous laisser avec Dominique Baudry qui va débuter sa présentation. Alors, bon webinaire. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Nelson, pour l'introduction. Est-ce que ça a partagé? Ça n'a pas suivi? Ça s'en vient? Ça semble. Parfait. Voilà. Bon, ben, À bonjour vous. tout le monde. Merci beaucoup encore une fois, Nelson, pour l'introduction. On est à peu près 200 quelques, 230 aujourd'hui. Euh, Merci d'être en si grand nombre. Donc, petite information de départ. Je dois dire à tous que je ne suis pas architecte paysagiste, je ne suis pas horticulteur. Comme Nelson l'a dit, ça fait plusieurs années que je travaille pour des municipalités et dans le fond, mes forces au niveau de ce que je vais vous présenter aujourd'hui étaient plus dans la coordination des idées, tout ça là, vers un objectif commun. Et dans le fond, aujourd'hui, je viens vous rapporter tous les beaux travaux là, qu'on a fait à la Ville de Montréal, là, et plus précisément à l'équipe Infraverte, relativement à l'entretien des infrastructures. Euh, pour vous dire aussi qu'il y a énormément de gens à la Ville de Montréal qui ont travaillé de près ou de loin là-dessus. Et également, on va vous parler de partenaires externes. Petite dernière information. Pour ma part, je reste toujours à la Ville de Montréal. Par contre, je quitte l'équipe infrastructure verte, mais je ne vais pas très loin. Je vais là, sur la mission dans le fond, de l'adaptation des cadres bâtis, donc tout ce qui est modification réglementaire et adaptation des quartiers contre les impacts des pluies abondantes. Donc, ici, ce que je viens vous présenter, c'est en quelque sorte la conclusion des projets qui se sont terminés, les projets de recherche qui se sont terminés l'année passée, et que très prochainement, il va y avoir un guide qui va sortir, là, qui va présenter en quelque sorte tous les travaux là, qu'on vous résume aujourd'hui. On y va. Donc, au niveau de la présentation, on va commencer par un petit contexte. On va vous parler de qu'est-ce qu'une IVD. Excusez-moi, il y a des petites chattes en bas, je vais les désactiver. Donc, qu'est-ce qu'une IVD? On va le décrire. Oui, aussi, je dois vous dire que ça se peut qu'il y ait des gens qui étaient à Expo Vert l'année passée, en novembre 2024. J'ai présenté quelque chose de similaire. Il y a des petits éléments supplémentaires. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, on va présenter la vidéo qu'on a fait, là, la vidéo de formation en quelque sorte, qu'on a fait pour les cols bleus de la Ville de Montréal. Donc, on va prendre un petit 10 minutes pour ça, ce qu'on n'avait pas eu le temps en novembre. On va passer également sur les projets de recherche avec l'IE et l'ETS. Également, on va passer l'entretien horticole, donc que ce soit à l'ouverture, à l'été et également à l'automne à la fermeture. Parler également d'un outil qui est extrêmement pratique, très bien reçu par le personnel terrain, donc un aide-mémoire horticole. Et finalement, on va y aller avec la conclusion. Pour l'ensemble là, de la présentation, donc quand on va dire IVD, quand je vais dire IVD, quand c'est écrit IVD, on s'entend que c'est infrastructure verte drainante. Je tiens également à dire que la semaine passée, il y a eu le webinaire sur de la conception et la réalisation des infrastructures vertes drainantes sur rue. Donc aujourd'hui, on parle vraiment de l'entretien, mais il va y avoir un petit retour sur certains éléments pour mettre un petit peu là, tout le monde au même niveau.
pour s'assurer de la compréhension de tous et chacun. Alors, allons-y. Donc, les infrastructures vertes, où se situent-elles? Donc, c'est vraiment au niveau des pluies. On a de plus en plus de pluie à Montréal. Donc, à ce moment-là, dans le fond, les petites pluies, on veut infiltrer cette eau-là avant de l'envoyer au cours d'eau. Excusez-moi. Je vais juste ajuster quelque chose. OK, parfait, merci. Donc, tout ça se rassemble dans une plus grande histoire qui est, dans le fond, la gestion des pluies diluviennes qu'on a de plus en plus sur la ville de Montréal, mais en fait partout là, en Amérique du Nord, c'est surtout dans l'Amérique du Nord-Est. C'est un gros enjeu que toutes les grandes villes vivent. Et dans le fond, dans le fond, pour réduire les impacts, on les a divisés en 3 axes. Donc, l'axe 1, c'est vraiment pour gérer les petites pluies. Je vais vous expliquer tantôt là, les impacts des surverses dans les cours d'eau. Ensuite de ça, on a les fortes pluies là, qui causent des refoulements. Ici, c'est très important d'adapter dans le fond, les quartiers, adapter les maisons. Il y a beaucoup d'enjeux avec les clapets. On en a parlé au webinaire numéro 2. On s'est rendu compte que 70% des clapets sur le territoire dans les bâtiments existants n'étaient pas conformes, n'étaient pas accessibles, etc. Donc, c'est la base un peu pour se protéger. Et également, tout ce qui est là, les entrées de garage qui font inonder là, des bâtiments, des fois avec plusieurs logements. Donc, c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Et finalement, au niveau des orages violents, on parle beaucoup des espaces publics résilients. Donc, il va y avoir des webinaires également là-dessus sur comment réaliser un parc résilient. Et je crois que l'avant-dernier webinaire va être sur, dans le fond, le projet du parc Joseph Dupuis, un parc résilient qui est à l'usine à Trois-Terres. Donc, je ne sais pas si je peux enlever ça. Bon, excusez-moi. Donc, impact sur l'environnement. La réalité de Montréal, c'est qu'on a un réseau unitaire pour une bonne partie du territoire. Quand on parle réseau unitaire, ça veut dire que les eaux d'égout et pluviales vont dans le même égout. Dans plusieurs quartiers de Montréal, on parle de fameux 3 par 3 en briques, qui sont très anciens, mais encore très efficaces, mais qui ont été conçus à une certaine époque où les pluies qu'ils avaient étaient très loin de ce qu'on vit aujourd'hui. Simplement, là, pour vous donner une idée, dans les 3 dernières années, on a eu 5 pluies sur la ville de Montréal qui ont dépassé des récurrences de 100 ans. Donc, on ne parle plus d'une récurrence de 100 ans, on parle d'une nouvelle normalité. Et là, au-delà de la protection des quartiers, il y a également la protection de l'environnement. Et c'est ici que les infrastructures vertes drainantes là, rentrent en ligne de compte. Donc, pour vous donner une idée, pour justement là, protéger le mieux possible, quand il y a des grandes pluies, il y a une certaine sécurité. Dans le fond, on appelle ça des postes de surverse qui sont là, qui sont implantés tout autour de l'île, justement pour s'assurer de déborder certaines quantités d'eau pour éviter justement le débordement là, dans les réseaux. Par contre, je vous ai parlé justement d'égouts unitaires. Donc, il y a toujours un petit pourcentage d'eau sanitaire qui pourrait être rejetée dans les cours d'eau. Donc, c'est à ce moment-là que si on peut réduire ces eaux-là, dans le fond, de les capter avant de les envoyer dans les égouts. Donc, c'est vraiment un impact direct là, sur la réduction de la pollution là, dans l'environnement. Donc, par année, c'est à peu près 1200 piscines olympiques qui sont débordées dans le fleuve et dans la rivière des Prairies. Et dans le fond, c'est une obligation ministérielle et en fait, c'est en quelque sorte quelque chose qui est obligatoire pour toutes les municipalités. C'est ne pas augmenter le nombre de débordements annuels. Donc, les infrastructures vertes drainantes sont une solution pour réduire ces débordements-là. La genèse de tout ce qui s'est passé à la ville de Montréal relativement aux infravertes, donc parc résilient et infravertes. Donc, c'est un financement qui vient du ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques. Et dans le fond, pour la gestion durable des eaux pluviales en surface, c'est un 15 millions de dollars qu'on avait eu à investir sur 3 ans, donc pour financer une équipe et également pour financer des projets à travers la ville de Montréal. Donc, on a intervenu sur plusieurs projets qui étaient même déjà bien avancés pour s'assurer là, ou dans le fond de tirer les opportunités pour y intégrer là, une composante de gestion durable des eaux. Donc, en 3 ans, on a fait ça très rapidement. Donc, il fallait monter une équipe, développer des outils, former, mobiliser les partenaires internes à la ville de Montréal. C'est à peu près 1000 professionnels qui ont été rejoints, qui ont été intégrés là, dans nos projets. Ben, en fait, on sait en quelque sorte qu'on a accompagné dans leurs projets pour leur donner une composante innovante et également pour faire la conception, financer les projets, également là, terminer la construction. Et tout ça jusqu'à s'assurer que l'entretien des IVD là, assure une pérennité de ces investissements-là sur le territoire au bénéfice de tous.
Les IVD en chiffres à la ville de Montréal, donc là, 5 ans, on n'en parlait pas. On en voyait très peu, c'était quasiment anecdotique. Mais dans les 3, 4 dernières années, c'est vraiment une explosion de l'arrivée de ces IVD-là sur le territoire. On en a maintenant plus de 1500 qui sont construites et certaines encore en construction. Il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent. Euh, En fait, les IVD sont construites là où des fosses conventionnelles étaient prévues. Donc, en fait, ben, on a une petite historique, mais en fait, c'est vraiment une opportunité. On vient rajouter une composante. Donc, c'est vraiment de la multifonctionnalité. En fait, on utilise de l'espace urbain et on lui donne une fonctionnalité supplémentaire, ce qui est en quelque sorte là, encore plus bénéfique là, pour tous. Donc, c'est vraiment depuis 2021 qu'on a multiplié ces infrastructures-là. Et ce qui a aidé beaucoup, c'est justement là, les dessins normalisés, où est-ce que les arrondissements n'avaient pas à redessiner, avaient simplement à référer à des dessins. J'ai un exemple tantôt de ces dessins-là. Au niveau des objectifs du PEV, en fait, ça, c'est le programme pour une économie verte, ce que Nielsen vous a soulevé tantôt, qui était dans le fond le programme lié avec la subvention. Eh bien, les objectifs étaient dans le fond, de construire 8500 mètres cubes en 3 ans, carrés, excusez, 8500 mètres carrés de surface drainante à même le programme pour justement atteindre ces objectifs-là. Et on a déjà atteint avec 8155, ça c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a d'approuvé dans les cartons de projet d'IVD? C'est 25 682 mètres carrés de plus. En conception, c'est près de 50 000 et démarrage, là, on est rendu à 60 000. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est voué à évoluer, il va en avoir encore plus. Et en quelque sorte, un inversement de la tendance. L'IVD ne devient plus l'exception, c'est vraiment la saillie classique qui devient l'exception, parce qu'évidemment, il y a des raisons pourquoi on ne peut pas en mettre partout. Des fois, il y a la présence de certaines infrastructures. Ce pas toutes les infrastructures qui limitent le développement d'IVD, mais ça, ce chapitre-là, je vous réfère là, au dernier webinaire de la semaine passée. Qu'est-ce qu'une IVD? Une IVD, excusez. Les éléments constitutifs. Donc, on a du substrat qui est vraiment plus bas que le niveau de la rue. On a aussi un puisard de trop-plein, mais ce n'est pas obligatoire. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas. Quand on n'en a pas, l'eau va pénétrer dans l'IVD et elle peut ressortir et continuer son chemin vers le puisard là, qui avait été prévu pour drainer l'eau, pour recevoir l'eau là, du cours d'eau ici. Mais ici, dans l'exemple, là, on a un puisard de trop-plein. Et dans le fond, on a des entrées qui sont caractérisées, qui sont de divers types. Donc, on en a avec enrochement et certaines avec des entrées là, en béton. OK, il y a des questions, excusez. Ça n'a pas fonctionné quand j'ai fermé. Désolé, la période de questions, on va y venir à la fin, désolé. Je ne pourrais pas répondre à ça. Donc, on a justement des entrées avec enrochement, également des entrées avec caniveau. Je vais vous en parler tout de suite. En fait, on se fait beaucoup poser la question de pourquoi un caniveau de sédimentation versus de l'enrochement. Selon nos observations, on recommande des caniveaux de sédimentation quand il y a vraiment quand même un bon risque d'apport de sédiments des cours d'eau. On le voit des fois quand c'est des gros coins de rue, des gros boulevards. De mettre de l'enrochement, ça peut justement là, rendre l'entretien plus difficile. Et ici, dans le fond, quand on a un caniveau, justement, on peut retenir plus de sédiments qui va moins contaminer là, justement l'IVD. Pourquoi des caniveaux? C'est vraiment pour ralentir l'arrivée d'eau, pour ne pas justement éroder les sols. Et dans le fond, il y a de la végétation qui contribue également par transpiration, évapotranspiration. Ça va être un peu répété, mais j'ai un petit vidéo pour vous. 30 secondes qui a été fait par Rosemont La Petite Patrie. J'espère que je vais avoir le son. On a fait des tests tantôt, ça devrait fonctionner. Donc, c'est une vidéo avec qui on a contribué avec l'arrondissement pour le développer, mais qui est très bien fait pour expliquer justement le fonctionnement des IVD. Donc, Nelson, si le son ne fonctionne pas, tu pourras me lever la main, j'ajusterai le tout. Ça marche. Parfait.
On va retourner à la présentation. Donc, merci à l'arrondissement de Rosemont là, pour ce beau vidéo-là explicatif qui est déjà rendu à 5500 vues. Vous pouvez aller voir sur le site de l'arrondissement, là, vous allez avoir directement le lien, mais ça explique très bien. Donc, pour les professionnels qui sont dans le privé ou dans le public, là, je vous recommande de profiter de ce vidéo-là pour bien vulgariser là, comment c'est fait. Petite particularité au niveau des IVD qu'on a mis à la Ville de Montréal, justement, pour réduire leur entretien. On va rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là d'ailleurs. C'est que dans le fond, il n'y a pas voyons, de puiseurs, pas de puiseurs, de tuyaux perforés. Voyons, de tuyaux pour justement collecter les eaux en dessous. C'est vraiment, là, dans le fond, un drain perforé, c'est le terme que je cherchais, excusez-moi. Donc, au niveau du drain, il n'y a pas de présence de drain perforé pour réduire l'entretien. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les bonnes pratiques, oui, ça peut être d'en mettre, mais ce qui se passe, c'est que les équipes ne sont pas équipées, n'ont pas le temps d'entretenir ça. Donc, la décision a été prise de simplifier ces aménagements-là pour justement là, y aller assumer, dans le fond, la réalité qu'on veut le moins de conduite souterraine possible pour réduire les entretiens. Donc, en image, les éléments constitutifs, donc le fameux substrat. Ça, on ne le dira jamais assez, les fameux niveaux, c'est très important. Des végétaux adaptés, on cherche des communautés, ça, on va y revenir. Le fameux caniveau de sédimentation. Petit point ici, les horticulteurs nous ont indiqué que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'ils peuvent entretenir parce qu'effectivement, ils ne sont pas équipés. On a, dans le fond, la démonstration que c'est très facile à entretenir. Dans le fond, c'est l'arrondissement du Sud-Ouest que je remercie d'ailleurs d'avoir fait procéder au nettoyage là, de leur caniveau de sédimentation pour justement là, tester des équipements conventionnels pour ça. Dans le fond, lorsqu'il y a un nettoyage du puiseur avec le camion, le pompe, eh bien, le puiseur peut facilement être dévissé et, dans le fond, le tuyau commun, le standard de ces camions-pompes-là, permet de nettoyer très facilement ça. Puis en plus, ces camions-là sont équipés d'un jet d'eau pour aller nettoyer le fond. Donc, c'est une question de minutes quasiment. Donc, une fois qu'on nettoie le puiseur, on nettoie le caniveau, ça se fait très bien. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui a beaucoup soulevé de discussions à l'interne de la Ville de Montréal. C'est comme un nouvel équipement qui est emmené sur le territoire. Ça amène des nouvelles questions, ouais, des nouveaux questionnements. Il faut, euh, il faut y voir. Donc, petit historique. Donc, pourquoi les IVD? Pourquoi on en a tant que ça à Montréal? Montréal, c'est une ville rectiligne qui a été développée le long des fameux rangs d'époque. Donc, c'est pour ça que Montréal a cette forme-là. Ce que ça amène, ben, ça a amené, on se rappelle des années 80-90, début 2000, les rues à Montréal étaient peu sécuritaires, ça allait très vite. Les véhicules, les vitesses, c'était à 50 km/h. On ne se demande pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont quitté la ville. Ben, en fait, pour sécuriser ces quartiers-là, on est venu intégrer des avancées de trottoirs. Par contre, au début, il était souvent en béton et tout. Donc, on a assuré la sécurité, mais il n'y avait aucun verdissement et aucune gestion de l'eau. Par la suite, ce qui est arrivé, bon, on est venu, puis ça, on l'a vu là, exploser à la ville de Montréal, les fameuses saillies plantées, il y en a un petit peu partout. Euh, donc, c'est vraiment venu là, verdir la ville, rafraîchir la ville. Pourquoi on parle excusez, de sécurité, là, je ne l'ai pas nommé, mais c'est bien certainement si on met deux avancées de trottoir, on réduit de moitié le passage d'un piéton, ce qui est beaucoup plus sécuritaire pour les personnes à mobilité réduite, les personnes avec enfants, les personnes âgées, etc. Et finalement, on vient là, couronner le tout avec une nouvelle fonction. Donc, on parle vraiment d'aménagement multifonctionnel, une saillie drainante qui vient justement infiltrer l'eau. Plusieurs composantes, malgré que les IVD, là, les avancées de trottoirs drainantes sont la plus grande quantité qu'on a sur le territoire, on a quand même des fosses de plantation drainantes. Ça, il y en a de plus en plus. C'est quelque chose d'intéressant qui peut être bien intégré sur des rues. Souvent, en ayant discuté avec des villes de banlieue, également, il y en a beaucoup qui regardent pour faire des mailles entre les boulevards. Tu sais, en banlieue, on a aussi là, à Montréal, dans les arrondissements un petit peu plus excentrés, mais les mailles au centre des boulevards, c'est vraiment une opportunité en or pour mettre des IVD comme ça, pour gérer de l'eau avant de l'envoyer au réseau. Et pour ça, je vous dirige vers le projet de Papineau, qui justement, c'est un collègue là, dans notre équipe et justement un collègue avec qui on travaille au SUM, donc Guy Trudel et David Courchaine, qui ont beaucoup travaillé sur ce projet-là, là, il y a de ça plusieurs années. Donc, ça, dans le fond, on appelle ça une noue, mais surtout une noue à plus haute, à grande capacité. Donc, elle va recevoir et retenir plus d'eau qu'une IVD ici, là, qui, dans le fond, l'IVD, elle va recueillir les 5 premiers millimètres seulement, mais on peut toujours conceptualiser, là, je regarde plus les ingénieurs, mais on peut toujours conceptualiser des plus grandes noues à grande capacité pour collecter plus d'eau.
Par contre, il faut toujours ajuster la végétation, puis prendre en compte, quand on conceptualise, l'entretien que les horticulteurs vont faire de ces équipements-là. Pour aller plus loin, je vous ai parlé là, dans le fond des documents normalisés. Donc, ceux ici sont même disponibles là, sur le site de la Ville de Montréal, le logiciel 3A. Il est assez bien accessible. On a également un catalogue qui regroupe pas mal là, ce que je vous ai présenté au niveau là, des constituantes là, d'une IVD. Et également là, la boîte à outils Espace public résilient où on aborde là, la question des villes éponges et les quartiers éponges. Donc, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Au niveau des projets de recherche. Bon, petite introduction avant là, d'aborder ça. Euh, à la Ville de Montréal, quand on a commencé à faire des IVD, on a eu beaucoup de questionnements. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on entretient ça? Donc, certainement que on ne pouvait pas, ben, en fait, pour n'importe quel horticulteur, des gens extrêmement bien expérimentés arrivent dans une IVD, comment qu'on prend ça? C'est quand il n'est pas habitué à la Ville de Montréal à entretenir des IVD, excusez, des équipements là, ou des plates-bandes là, qui sont faits pour gérer de l'eau. Donc, comment on prend ça? On a remarqué justement qu'il y avait des IVD qui avaient des problématiques d'entretien, pas parce que le travail était bâclé. C'est vraiment une question de l'information n'était pas nécessairement transférée, les bonnes pratiques n'étaient pas échangées, etc. Donc, au niveau des partenaires du projet de recherche, on a eu l'organisme LIEU, le Laboratoire d'intégration et de l'écologie urbaine. Et dans le fond, leur objectif, eux, c'était vraiment de suivre les ensembles horticoles des IVD et de recommander justement des compositions de plantations et des listes de végétaux pour justement assurer une résilience et des bonnes pratiques pour assurer une résilience aux plantes envahissantes sans paillis. Le paillis, ça, c'est toute une histoire parce que dans la dernière saillie qu'on a vue, on voyait que le paillis, dans le fond, ben, c'est une saillie, je pense, qui avait été construite en 2019 dans le sud-ouest, mais à chaque année, ils mettaient du paillis. Ils mettaient du paillis parce que c'était qu'est-ce qu'on faisait dans les saillies, ben, dans les saillies classiques. Mais là, on a perdu les niveaux. À force de mettre du paillis, à un moment donné, ça commence à créer de la terre et tout. Fait que là, le niveau augmente. On perd la composition de gestion de l'eau de l'IVD. Donc, c'est pour ça que il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de recherches là, par rapport à l'utilisation de paillis. On va y revenir là, sur les recommandations là, en la matière. Réduire l'entretien, ça, c'est certain. Les villes, nécessairement, n'ont pas les ressources les plus grandes pour entretenir toutes ces plates-bandes-là. Dans les 20 à 25 dernières années, on a énormément verdi les villes. Mais ça demande un travail d'entretien. Donc, ça, c'est certain que, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des jardins botaniques à chacun des coins de rue. Par contre, ça n'enlève pas la capacité de rendre ça acceptable et agréable là, pour l'environnement urbain. Contrer l'érosion des sols, évidemment. L'IVD ne fonctionne pas si c'est tout le temps érodé et que les sédiments se retrouvent au centre. Donc, les végétaux ont vraiment ce rôle-là. Améliorer la biodiversité et améliorer les aires de pollinisation. Au niveau de l'ETS, on leur a donné le mandat, dans le fond, de géoréférencer les IVD et également de suivre chacune de celles-ci pour euh, attester de leur fonctionnement. Et ça, au niveau de leur entretien, de leur gestion de l'eau et également des éléments civils. Donc, est-ce que les composantes de béton et tout. Donc, c'était vraiment là, un suivi global des IVD et tout ça par le biais d'inspections, de visites et d'entrevues. Et finalement, ça a été très intéressant comme projet de recherche parce que les deux organismes ont travaillé ensemble et ont fait la tournée de chacune des IVD. Donc, quand ils faisaient une évaluation, eh bien, il y avait les deux volets. Il y avait le volet horticole et le volet ingénierie. Et en même temps, les deux expertes pouvaient échanger sur la question et faire bénéficier là, sur le champ de leur multidisciplinarité là, sur le sujet. Donc, je tenais à souligner ça et à remercier encore. Là, ben, je vais les nommer. On a Agathe Leclerc de l'ETS et Oriane Le Gigant avec qui on a énormément travaillé de l'ETS. Oriane qui a rédigé le guide là, qui est justement là, en révision actuellement. On a pour lieu, on a Lise Gobet, horticultrice et chroniqueuse. Elle est très connue dans le domaine. C'est elle qui a été chargée de projet sur ce suivi-là. Et il y a Élise Beauregard, architecte paysagiste, qui est la présidente de lieu, également Alison Monson, professeure titulaire au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Je vous salue toutes. Merci encore là, pour ce beau travail-là. Là. J'ai vraiment hâte là, de publier les conclusions. Donc, qu'est-ce le projet de recherche avec l'ETS?
je souligne aussi que c'est avec lieu. Donc, il y a eu le suivi de 167 IVD sur un an, donc en 2023. On est allé surtout dans l'arrondissement de Rosemont, MHM, Mercier-Hochelaga, Maisonneuve et le Sud-Ouest, parce que c'était surtout ces arrondissements-là qui en avaient construit beaucoup, même avant la fameuse, là, les fameux plans là, standardisés, les devis normalisés. Donc, ces trois arrondissements, plus un, on est allé voir certains aménagements dans l'arrondissement de Montréal-Nord là, qui avaient eu certains enjeux, mais que tout est réglé. Donc, la méthodologie, ça a été de l'analyse visuelle d'état et de performance. Il y a eu des tableaux de suivi qui ont été faits justement pour évaluer chacune des composantes. Et dans le fond, j'ai parlé tantôt d'entrevues, d'inspections, donc il y a eu beaucoup d'échanges avec les équipes d'horticulture et de conception. Donc, on ne s'en est pas tenu à un métier là, à la Ville de Montréal. On est vraiment allé voir l'ensemble des acteurs dans la réalisation, dans toute l'histoire de ces IVD-là. Et finalement, ça a terminé avec, justement, pour ces 167 IVD-là. Donc, ça nous a sorti des bonnes statistiques pour bien orienter la continuité de tous ces efforts-là. Et ça a même proposé des correctifs et des outils qui ont été développés là, au bénéfice de tous. Quelques petits résultats sur la capacité des IVD, sur les retours terrain. Donc, au niveau du civil, le comportement de l'eau, en fait, on y va avec le comportement de l'eau, mais en lien avec les éléments civils. Donc, grosso modo, c'est vraiment le trois quarts des IVD qui étaient quand même bien construites. On se rend compte que les entrepreneurs dans le milieu, dans le fond, n'ont pas vraiment d'enjeu de construire des éléments civils. Dans le fond, oui, c'était une nouveauté pour eux, mais ça a été facile de s'adapter et on n'a pas vu beaucoup de problématiques parce que dans la majorité des cas, l'entrée de l'eau là, était toujours bien assurée. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement l'IVD ou les éléments là, constitutifs. Des fois, c'est simplement le cours d'eau ou simplement là, l'entrée, l'abaissement de trottoir, là, où est-ce qu'il fallait simplement gruger des fois un peu l'asphalte ou des choses comme ça. Mais ça, on en a parlé beaucoup la semaine passée là, dans le webinaire pour justement là, les bonnes pratiques là, en chantier. C'est bien important aussi pour les équipes aux études techniques, avant de recevoir l'IVD, je vais vous montrer une liste à cocher tantôt, mais vraiment s'assurer que chacun des éléments sont bien faits, sont bien réalisés, parce qu'on remarque justement que ben, dans le fond, la ligne est mince entre une IVD qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment des éléments clés à prendre en compte. Ah, ici, et la solution, ça a été justement, évidemment, c'est la normalisation et les guides et beaucoup de formations à l'interne de la Ville de Montréal à tous là, ces niveaux-là. Ça s'est corsé un petit peu plus au niveau dans le fond, des aménagements paysagers dans l'IVD. Encore une fois, c'est pas parce que le travail a été bâclé ou quoi que ce soit, c'est une nouvelle façon en fait, c'était des nouveaux aménagements. Ça a été quand même assez difficile pour les entreprises externes qui réalisaient ça, parce que c'est un peu contre-intuitif de mettre les niveaux de substrat assez bas. C'est très important, là, ça, je ne l'ai pas dit assez, mais je vais le redire, là, mais les niveaux du substrat est supposé là, être un peu plus bas que le niveau de la rue. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que ben, non seulement des fois c'est le paillis qui s'accumulait et qui montait le niveau, mais c'est que on dirait qu'il y avait de la misère à ne pas mettre trop de terre. Puis des fois, le niveau de terre était trop haut. Après ça, on mettait le paillis. On a beaucoup d'images où l'eau faisait juste pas rentrer. Ici, ce n'est pas l'élément civil l'enjeu, c'était vraiment l'élément d'horticulture. Fait que de là, l'importance que la saillie soit bien réalisée. Puis encore une fois, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont incompétents, c'est juste une question de transmettre les informations et de vraiment, là, quand on octroie les contrats, d'être vraiment clair dans les attentes et de faire bénéficier les bonnes pratiques et les observations de terrain, en fait, de les rapporter là, aux concepteurs. Donc, c'était 2 tiers des IVD qui ne fonctionnaient pas comme conçu. Donc, là, c'est encore une fois la clé pour justement pallier à ça, c'est les formations. C'est plus d'informations, c'est les détails, comme je vous disais. Au niveau des fiches de recommandation et des fiches de suivi. Donc, pour chacune des 167 IVD qui ont été suivis, il y a vraiment là, une fiche d'analyse qui a été complétée pour justement en ressortir là, des résultats. Donc, c'est assez poussé comme analyse. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans les 3 arrondissements qu'on a suivis, la majorité des IVD regardés n'avaient pas été financés par le PEV. Donc, on a pu justement financer leur reconstruction à même ce budget-là.
Et puis, dans le fond, ces interventions-là ont surtout été faites au niveau des éléments d'horticole. Et dans les trois cas, ont été faits en régie, donc par les équipes d'horticulture locales. Et là, il y a eu un bénéfice supplémentaire à ça, c'est qu'ils ont, ils ont réinvesti des IVD, mais par des cols bleus. Ben, quelle formation incroyable! Donc, d'aller réparer ce qui avait été fait par méconnaissance et de vraiment partager les bonnes pratiques, ben, ils ont vraiment été impliqués là-dedans. Et là, dans ces trois arrondissements-là, on a des équipes d'experts qui, dans le fond, ont vraiment adopté ces saillies-là. Ils en sont rendus fiers parce qu'en fait, c'est eux qui ont mis les deux mains dedans, là. Euh, les conclusions du projet de recherche. Donc, en somme, 79% des IVD ne présentent pas de défauts structurels. La performance dépend beaucoup de la construction et non seulement de la conception. Une IVD bien construite est une IVD qui a peu de besoin en entretien. Ça, on va y venir tantôt, là, les éléments de succès là, pour assurer ça. Et c'est très important de considérer les enjeux d'horticulture dès la conception et laisser de la place aux végétaux. Vous l'avez vu, l'importance de l'horticulture là-dedans, là. C'était pas les éléments civils, là, le gros enjeu, c'était vraiment l'horticulture. Ça, je ne le dirai jamais assez. Et lors des travaux de modification, très important de protéger les IVD. Tu sais, des fois, on vient les ajuster, les travaux ne sont pas terminés, ou on a vu des entreprises commencer à mettre la terre de remplissage, etc., et revenir avec une scie à béton, puis envoyer plein de poussière. Il n'y a rien de pire pour une IVD que de la poussière de béton ou peu importe qui va venir colmater, qui va venir limiter sa capacité de drainante. Donc, à chaque fois qu'il y a des interventions, c'est très important de protéger les IVD. Dans vos contrats que vous donnez à l'externe, c'est quelque chose qu'on doit s'assurer. On protège les arbres dans les chantiers, mais il faut également protéger les IVD. Ce qui serait, dans le fond, bon aussi pour toutes les plates-bandes, mais pour les IVD, c'est encore plus critique. Des outils développés en bloc, ce qu'on a fait, c'est sûr que c'est beaucoup pour l'utilisation de la ville de Montréal à l'interne. La ville de Montréal a quand même une particularité, c'est grand, les arrondissements ont beaucoup d'autonomie. Je parlais tantôt des équipes d'horticulture d'arrondissement. Pour ceux qui ne sont pas de Montréal, ben, en fait, les équipes d'entretien sont vraiment gérées en arrondissement. Donc, pour nous qui sommes au central, donc ça prend vraiment, là, dans le fond, un bon échange. Et pour le partage des bonnes pratiques, il faut développer des outils qui vont être bons là, pour la réalité de la ville. Donc, je vais vous le montrer tantôt. Liste de vérification de chantier, civil et horticulture, on a les deux. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que les travaux sont bien reçus par l'entreprise qui l'a fait. Donc, les agents techniques qui reçoivent les travaux vont pouvoir utiliser ça. Cahier des bonnes pratiques d'entretien, que son arrivée est imminente. Liste de végétaux du service des grands parcs. Ici, là, petit élément, n'étant pas architecte paysagiste, en fait, ça fait à peu près un an que cette liste-là n'a pas été mise à jour. Il y a aussi des départs de retraite au Grand Parc. Donc, c'est vraiment une nouvelle mission pour la personne qui va me remplacer à l'équipe Infraverte, justement, de relancer ça. Pas nécessairement de déterminer de décider les bons végétaux, mais c'est de regrouper à la Ville de Montréal les expériences et de bonifier cette liste-là qui, justement, ultimement, là, on l'a déjà partagée à l'externe et on va pouvoir là, la partager dans le futur. Mais on la partage déjà avec les entreprises avec qui les arrondissements font affaire pour la réalisation des IVD. On leur remet souvent cette liste-là. Une liste de végétaux, par contre, ça ne doit jamais, surtout pour les IVD, ne doit jamais être la liste officielle finale. Il faut toujours laisser place à la créativité. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu toutes les plantes qu'on peut mettre dans les IVD. Il y a encore beaucoup de communautés à développer, à adapter, etc. Fait que je pense que tous ces outils-là, c'est tous des éléments qui sont dans le fond, voué à s'améliorer dans le temps. C'est de l'amélioration continue. Et ultimement, la laine mémoire pour les jardiniers horticulteurs que je vais vous montrer tantôt et un vidéo de 10 minutes pour les équipes terrain. Finalement, géoréférencement des IVD. Ça, c'est très intéressant justement pour les équipes d'entretien. Très utile là, pour justement là, s'assurer là, dans le fond, pour les cycles de gestion, s'assurer là, qu'ils n'oublient pas d'IVD. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Encore une fois, je ne suis pas expert. Moi, je suis un rapporteur, coordonnateur, vulgarisateur là, dans toute cette histoire-là. Donc, je viens vous rapporter un grand travail collectif qui a été fait. Ici, il ne faut pas s'y limiter, là, mais c'est vraiment ce qui a été observé en arrondissement. Donc, l'ouverture, ben, ça commence bientôt, vers le mois d'avril et mai. Il y a une période de plantation mai-juin. Les entretiens estivaux juin, juillet, août, septembre, et les fermetures se font plus vers octobre-novembre. Période de plantation, septembre-octobre.
Adapté selon les pratiques locales et les conditions locales. On s'entend qu'il y a des IVD dans des quartiers où est-ce qu'il y a beaucoup plus de passage d'auto, beaucoup plus de sédimentation, de sédiments, je veux dire, là, qui se dirigent. C'est très important quand on conçoit, mais aussi quand on entretient pour les horticulteurs, de se lever la tête. OK, j'ai quoi ici, là? Qu'est-ce qui se passe autour, là? On ne regarde pas juste la plate-bande, on regarde aussi là, l'environnement. Euh, Quelques mots sur l'ouverture. Donc, ce qui est en bleu pour chacune des slides qui s'en viennent, excusez, des diapos qui s'en viennent, c'est en bleu, c'est dans le fond ce qui est de plus à l'IVD. Donc, évidemment, on ramasse toujours des déchets et des feuilles. Dans les IVD, c'est certain qu'il peut toujours en avoir un petit peu plus. Le cours d'eau amène tous les petits déchets. Ça fait partie là, de ça, mais c'est des déchets, dans le fond, bon, des fois, ne se retrouvent pas dans la rue ou qui bloquent un peu moins les égouts, mais ça prend un bon petit nettoyage. On ne nous a pas rapporté que c'était quelque chose qui était un grand enjeu là, au niveau de la quantité de déchets ou du temps. Prévision de plantation et de bonification, ça se fait en tout temps. Et avoir de quoi noter pour les besoins futurs de bonification. Ça, vous allez voir tantôt, nous, ce qu'on a vu, c'est justement des horticulteurs très passionnés qui avaient l'horticalpin pour justement prendre des notes sur des observations, des choses comme ça. Tout ça dans ce contexte-là, de s'approprier ces plates-bandes-là. Par contre, pendant l'hiver, c'est important, ben, en fait, on recommande, c'est pas important, c'est pas obligatoire, de rabattre les végétaux. Faites attention aux entrées d'eau. On rabat les végétaux, mais il ne faudrait pas nécessairement bloquer les abaissements là, les, euh, les bordures abaissées. On peut toujours rectifier les niveaux. Ça, vous allez le voir à toutes les étapes. Les niveaux, c'est la clé. Hein, ça, je ne le dirai jamais assez. Et le décompactage du sol. Des fois, après l'hiver, il y a eu des. Bon, on n'est jamais supposé mettre de la neige dans les IVD, mais des fois, il y en a eu un petit peu plus. Puis, des fois, on voit justement aussi un peu d'abrasif dans ces IVD-là. C'est important là, de de peut-être ramasser les croûtes, de brasser un peu. Par contre, ce qu'on remarque, c'est justement des abrasifs. Là, on ne parle pas du sel, mais les abrasifs, ce n'est pas nécessairement un grand enjeu si ça se retrouve dans l'IVD. Au final, là, ça finit toujours par drainer. Il faut juste faire attention avec la quantité. Pour ce qui est des embruns salins, j'en ai pas vraiment parlé, mais je vais faire une petite aparté là-dessus. Au début, on nous disait beaucoup, ben, j'entendais beaucoup de réticence par rapport au fait qu'on envoie du sel dans les IVD. Bien, ce qu'on remarque, ce qu'on a remarqué, puis qu'est-ce que les gens sur le terrain, puis également au niveau des chercheurs nous ont dit dans leurs observations, il n'y a rien de nécessairement final là-dedans, mais c'est que les observations pointent à l'effet que les plantes préfèrent avoir de l'eau que pas. Dans le fond, préfèrent avoir de l'eau avec un peu de sel, surtout au printemps, que pas d'eau pendant l'année, parce que si vous vous promenez à Montréal, puis vous voyez beaucoup de plates-bandes qui ont été faites dans les 20 dernières années, on dirait qu'ils sont assurés que jamais d'eau de la rue aille dedans. On a comme des espèces de plate-bande un peu bombée. Bien là, ça fait que oui, ça infiltre un peu d'eau, mais c'est vraiment pas optimisé. Puis ça dessèche en période de sécheresse, puis ils ont besoin d'être arrosés. Donc, plus de camions qui doivent passer, etc. En période, là, des fois, il y a des IVD avec un été là, normal, on n'a jamais besoin des arroser. Parce qu'il y a tout un petit peu d'eau. Puis les plantes, là, si on a bien fait notre communauté de plantes, ben, il y a des plantes généralement qui s'assurent bien, je veux dire, qui résistent bien à la sécheresse et à un apport d'eau important. Donc, on veut des plantes, là, des super plantes. Ça, il y en a quand même beaucoup là, ce qui est rapporté. En cas d'amendement épaillé, toujours faire attention au niveau. À l'ouverture, ben, ici, là, on a un exemple là, avant l'ouverture et ici, après le nettoyage. Déjà ici, on voit qu'il y a du bon potentiel de bonification, division de plantes ou amener des nouvelles plantes. Puis ça ici, c'est ce qui est intéressant dans certains arrondissements, justement, qu'on a relevés. Les horticulteurs ont beaucoup d'autonomie et ont même des pouponnières avec, ils appellent ça des pouponnières, là, mais des endroits, justement, des serres où est-ce qu'ils ont des plantes qui peuvent choisir mais ça dépend vraiment des arrondissements. Mais ça peut être intéressant dans l'optique de donner de l'autonomie puis justement de laisser les horticulteurs, les équipes développer leur jardin. Ils ont beaucoup des bons réflexes, des bonnes idées pour justement s'assurer que ça soit acceptable et résilient. Pendant l'été, passage selon le temps, budget et besoin, c'est vraiment la géométrie variable dans les arrondissements, mais ce qu'on remarque, c'est vraiment que les 3 premières années, les passages sont nécessaires pour vraiment assurer la pérennité dans le temps. Si les 3 premières années, les IVD n'ont pas été bien investis, on va avoir des problématiques dans le futur. Par contre, si les 3 premières années, tout a été bien fait, par la suite, on ne va pas y aller autant.
l'entretien va être beaucoup réduit parce que justement les plantes vont avoir pris. Euh, Contrôle des plantes indésirables, retrait des déchets, excusez, division et plantation, toujours ça. Hey, une plante qui fonctionne, on la déplace. Vous allez voir, j'ai un beau vidéo témoignage avec des horticulteurs terrain là, qui vont justement expliquer leurs réflexes. Ils sont meilleurs que moi là, pour justement de partager leur vision là-dessus. Désherbage et retrait des sédiments de l'enrochement. Ça, c'est vraiment là, ce qui prend un petit peu plus de temps. Par rapport à une saillie classique, nettoyer là, les roches et tout, il y aurait ça. Retirer là, Mais ça se fait assez bien. Rosemont, on commençait à utiliser des fourches pour brasser, puis ramasser un petit peu, puis ça paraît que quand on a la bonne pratique, ça va super bien. Rectification des niveaux et limiter l'ajout de paillis ou ne pas en mettre, ça c'est un choix local. C'est à vous de voir. Une petite idée ici, un petit clin d'œil à l'arrondissement Philippe Cottage. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais je le remercie encore une fois pour toute la part qu'il a fait. Ici, on voit avant l'entretien 1, il y avait beaucoup là, de mauvaises herbes à cet endroit-là. Là, bon, ils ont retiré. Mais là, ce qui avait été remarqué par lui, puis c'est dans le fond l'horticulteur qui s'est dit, hey, il y a l'air d'avoir une problématique de passage ici, les plantes ne prennent pas. Ben, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu mettre des graminées. Ça, c'est le choix de l'horticulteur sur place. Mais regardez comment on vient aider l'aménagement avec simplement une petite idée. Il faut vraiment permettre aux acteurs terrains à mettre ces petites idées-là, qui des fois ont beaucoup de gains pour tout le monde. Fermeture, donc retrait des feuilles dans les IVD ciblés. Quand je parle retrait des feuilles, c'est vraiment aux entrées, il faut faire attention. Faut laisser, les déchets, faut vraiment nettoyer pour s'assurer que pendant l'hiver, l'eau puisse faire son chemin vers les puisards. Ça reste quand même des puisards qui étaient dans la rue avant et qui, dans le fond, qui doivent recueillir ces eaux-là. Pour ce qui est de la. Je l'ai tu là, je pense que j'ai oublié de mettre la slide pour l'entretien hivernal, mais ce qui est important l'hiver, c'est vraiment évidemment de ne pas mettre la neige dans les IVD, d'assurer la présence de bollards, d'assurer également le dégagement des entrées et de l'arrivée d'eau vers le puisard. Et on a également fait appel à Hublot pour faire des observations sur les IVD de Rosemont dans l'hiver 2022-2023. Et il n'y a pas de grandes problématiques qui ont été soulevées. On nous soulevait beaucoup des craintes qu'à des périodes de redoux, qu'il y ait dans le fond des grandes accumulations d'eau parce que les IVD ne fonctionnent pas. Mais moi, je vous confirme, l'eau fait son chemin. Et même à l'hiver 2023, il y a eu un immense redoux. Et mon équipe et moi, on est allé faire des observations. Puis bon, OK, c'est pas le grand projet de recherche, mais on s'est promené dans la ville de Montréal pour comparer les IVD qu'on avait versus des coins de rue qui n'avaient pas d'IVD. Puis, en fait, au final, il n'y avait pas de corrélation avec l'accumulation d'eau, même qu'on voyait qu'il y avait quasiment plus d'accumulation d'eau dans les puisards, dans les coins de rue, où ce que les puisards étaient complètement pactés de neige et de glace. Donc, c'est comme si ça s'était pacté, alors que l'IVD, vu qu'il n'y a pas de compaction, l'eau finit par faire son chemin. À la rigueur, ça peut quasiment aider, là. Je ne dirais pas ça, mais ça n'amène pas des enjeux. Ça, c'est important pour avoir les discussions à l'interne avec les gens de déneigement, les gens en opération. Dans le fond, il faut ajuster leurs pratiques courantes, mais les sensibiliser à ça. Il faut également répondre à leurs questionnements, parce qu'il y en a des questionnements, c'est des gens qui veulent bien faire leur travail. Donc, c'est important d'avoir ces discussions-là. Puis, bon, nous, on a pris les questionnements, on est allé s'informer, on est allé s'assurer que tout était, que dans le fond, les enjeux n'étaient pas nécessairement des enjeux là, euh, réels. Et puis, on leur est revenu, puis ça l'a quand même, en quelque sorte, là, ça les a emmenés dans le fond, tout ça a été accepté. Il y a et voilà. Donc, au niveau de la fermeture, donc, bon, ici, on avait eu là, un printemps, là, un automne, il faisait très chaud, même encore en octobre. Donc, on ne voit pas beaucoup de feuilles, mais l'idée, c'est vraiment, dans le fond, de présenter que ben, la fermeture, c'est pas une grande histoire, surtout pour les IVD, là, souvent, on peut laisser plusieurs végétaux pour justement couvrir le sol. L'aide-mémoire d'entretien horticole, je vous le montre ici. Tantôt, on va prendre quelques minutes, je vais vous le montrer en PDF, on va aller voir les détails. Mais l'idée générale de cet outil-là, c'était vraiment d'avoir quelque chose de recto-verso. J'ai les deux pages ici. Recto-verso qu'on peut plastifier, mettre dans le camion des cols bleus. Les cols bleus sont souvent dans le camion pour se déplacer vers une job. Je vais te parler de même, là, mais on va dire ça de même, mais ben, des fois, ils ont du temps de prendre ça. Puis une fiche comme ça, se dire, bon, OK, ici, observation numéro 1, enrochement colmaté.
Action possible, nettoyer l'enrochement, exemple à la main, avec une fourche, un souffleur ou toute autre méthode jugée efficace, l'image de ça serait quoi la problématique et les résultats cibles. Très simple, très facile. Ça, en 5 minutes, on a fait le tour du document. Puis, nos équipes arrivent sur place, puis surtout quand on a des nouveaux, là, sont prêts là, à l'action. Une autre affaire aussi, on est venu intégrer dans ces fiches-là là, le fonctionnement. En fait, pourquoi tout ça? C'est vraiment parce que, en fait, quand on échangeait avec les gens terrain, c'était que, c'est quoi ça, l'IVD, là? À quoi ça sert? Ça sert à quoi dans la grande histoire du monde? Ben, c'est ça que je vous ai présenté un petit peu là, depuis le début. La question de la protection de l'environnement, c'est la question de justement utiliser ces équipements-là pour leur donner une nouvelle fonction. Mais quand tu expliques tout ça aux personnes de terrain, ben, ils deviennent encore plus fiers de leur travail parce qu'ils savent que leur impact a, dans le fond, au final, vraiment du positif, là, même jusqu'à éviter les débordements dans les cours d'eau, là. Donc, ça, c'est important de sensibiliser tous les niveaux parce que leur travail n'est pas répétitif, hein, ce sont des artistes, puis je pense que c'est important là, de leur donner là, toutes les informations là-dessus. Donc, ici, c'est un petit peu toute la même, la même, voyons, la même logique. On va y venir tantôt plus en détail. Et finalement, élément de la liste. J'ai quelques petits snaps de la liste, mais je vais vous montrer vraiment le tableau tantôt. Donc, ici, on voit qu'il y a beaucoup. En fait, l'enrochement est très bien. Il y a assez de place pour les végétaux. Des fois, on voit que l'enrochement est très grand, là. Tu sais, des fois, c'est pas nécessaire là, d'avoir trop grand enrochement. Toujours des petits ajustements qui peuvent être faits. Et ici, là, l'enrochement, bon, il est plat, il est bien fait, donc ce sont des bonnes pratiques. Les niveaux. Vous le voyez ici, comment il y a d'eau, là, comment il y a de l'eau dans l'IVD. Ben, ici, elle fonctionne très bien. Le nivellement est excellent. Mais regardez, c'est des mètres cubes d'eau. Ben, imaginez si moindrement que l'enrochement était trop haut ou que le palier était trop haut, regardez toute l'eau qui aurait été envoyée ben, plus loin ou qui ne serait pas allée dans le puiseur, etc. Caniveau dégagé, nettoyé, ça c'est important. Les caniveaux, comme vous voyez à certains endroits, nous dans la ville, des fois on en voit, mais il y a très peu de sédiments dedans. Nous, ce qu'on recommande, pas pour ceux-là, mais si on en fait d'autres dans des rues tranquilles, des choses comme ça, l'enrochement peut être suffisant parce que l'enrochement peut être entretenu par les horticulteurs, alors que les caniveaux, ça, c'est la voirie. Je pense que les gens dans le municipal comprennent que c'est deux équipes complètement différentes là, qui interviennent. Par contre, nos horticulteurs sont nos yeux pour les années à venir. Des IVD comme ça, ils vont être là 20 ans, 25 ans. Les seules personnes qui vont voir là, ben, ça va être la voirie peut-être aux 2, 3 à 5 ans pour l'entretien du puisard. Et mais qui va être là? Ça va être les horticulteurs. Donc, on l'a mis d'ailleurs dans le tableau de regarder si le puisard fonctionne bien. Il n'y a pas des éléments dedans pour les rapporter au contremaître, évidemment. Et également pour s'assurer que dans le fond, que la grille de puisard est bien dégagée, a la cloche qui est présente. Je sais que ce n'est pas leur travail, mais c'est de rapporter toute anomalie là, par rapport à ça. Euh, les végétaux sont la signature des IVD. Ils permettent plus de résilience, une meilleure gestion de l'eau, une acceptation citoyenne et plus encore. Mais il n'y a personne qui le dit mieux que Philippe dans la vidéo que je vais vous montrer. Au niveau des plantations, je parlais du paillis tantôt. On veut planter le plus densément possible, cibler 3 strates de végétation, herbacée, arbustive et arborée, plusieurs familles botaniques. On veut vraiment développer un esprit de communauté. Les plans, c'est une chose, mais après ça, laissons libre cours à l'imagination et à la réalité du terrain. Il y a des arrondissements qui commencent à réfléchir, puis certains qui le font, là, je ne ciblerai pas lesquels, mais qui, justement, ne donnent plus à contrat les plantations. Ils donnent ça carrément en régie. Puis ça aide beaucoup au sentiment d'appartenance de ces plates-bandes-là. Puis avec toute l'information que ces équipes-là reçoivent, ben vraiment, la qualité du travail là, ne peut qu'en être améliorée au final. En fait, on a vu une certaine corrélation entre les arrondissements qui ont planté eux-mêmes et les arrondissements qui sont allés à l'externe pour les plantations. Là, c'est certain que dans tous les cas-là, ça a été en quelque sorte réinvesti, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais on a vraiment vu que, ben, pas nécessairement maîtrisé par toutes les firmes et que quand dans le fond, les plans de plantation ou les plantations sont faits, ben, ça peut créer, dans le fond, il y a comme un vide là, entre la reprise par les équipes horticulteurs qui, des fois, doivent refaire le travail. Ils n'auraient peut-être pas fait ça comme ça. Puis encore une fois, c'est juste une question d'information, pas une question de volonté ou pas.
Donc, en conclusion, c'est important de miser sur l'autonomie des jardiniers et horticulteurs, d'impliquer, de les sensibiliser, de les éduquer là-dessus. L'importance de l'acceptabilité, que ce soit à l'interne et à l'externe. Je pense aussi que c'est important de réduire nos attentes. Je pense que, puis ça se fait à tous les niveaux, hein, politique comme gestionnaire, etc. Moi, je me souviens, bon, ça fait vraiment longtemps, dans des projets d'aménagement de ruelles vertes, c'était un projet, là, des projets que je faisais dans une autre vie. On se disait, hey, on va mettre du paillis, ça fait beau, mais au final, ça fait beau, mais est-ce que c'est bon pour les plantes? Il faut se poser ces questions-là. Si c'est acceptable, mais est-ce que ça va être acceptable dans le futur? En fait, c'est que on porte beaucoup d'attention à la beauté, alors qu'à la beauté, ben, on peut baisser un petit peu nos attentes. Puis les plantes sont belles avec leur petite communauté. C'est pas obligé d'être des plantes annuelles, toutes colorées pour être belles. Une plate-bande, c'est une histoire qu'on vient compter au fil de l'année, qu'on met en scène un coin de rue. Donc, c'est vraiment ça qu'on doit viser. Puis c'est pas justement d'avoir un jardin botanique excellent, là, classique, pas entretenable, qui va faire, ça va être beau un an, mais après ça, dans 2, 3 ans, ça va perdre toute sa magie. Il faut partager les bonnes pratiques, il faut être généreux, pas de rétention d'informations, mais dans le domaine, on n'a pas remarqué que c'était un enjeu. Et finalement, tout ça pour laisser la nature prendre sa place en ville. Donc, un petit vidéo, c'est un petit peu de redite, là, je suis désolé. On va enlever le son de la pause. Mais vraiment, moi, moi, je suis un rapporteur, mais je veux vraiment que vous entendiez le monde terrain. C'est assez inspirant. Vous allez comprendre pourquoi on est inspiré là, de tout ça, puis qu'on est très fiers de rapporter ces bonnes pratiques-là. Collègues, au cours des dernières années, vous avez sûrement vu apparaître de nouveaux types de bandes de plantation en dépression. Il ne s'agit pas d'une erreur. Cela est voulu et sert à recueillir les eaux de pluie de la rue. Des bordures abaissées permettent l'acheminement de l'eau vers la fosse pour que l'eau s'infiltre dans le sol. En plus d'un espace de retenue des sédiments, par exemple avec de l'enrochement, un puisard de trop-plein est parfois prévu. Saillies drainantes, fosses drainantes ou encore terre-plein drainant, nous les regroupons tous sous le terme infrastructure verte drainante, IVD pour simplifier. Elles ont pour objectif de gérer les petites pluies et de limiter les surverses aux fleuves, ce qui offre des avantages pour l'environnement. Cela offre également des avantages bien plus grands sur le quotidien du citoyen. Cette vidéo a été réalisée avec des employés de la Ville de Montréal qui, comme vous, travaillent sur le terrain à embellir le territoire. Elle vous aidera à mieux comprendre ce qu'est une IVD et quelles sont les particularités d'entretien. Bonne écoute! On regarde les différentes composantes de la saillie, voir l'état actuel de la saillie. Donc, on regarde le point d'entrée ici, voir s'il n'y a rien qui bloque le point d'entrée où l'eau se déverse. On regarde le trop-plein, le puisard ici, voir s'il y a son couvercle, s'il est en bon état. Donc, par la suite, on vérifie l'ouvrage de sédimentation pour voir s'il y a assez de roches qui viennent donc filtrer toutes les matières en suspension qui se retrouvent dans les autres ruissellements et qui se déversent dans la saillie. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a suffisamment de roches, donc on peut passer par la suite au substrat de biorétention. Donc, on regarde s'il y en a assez, s'il y en a suffisamment de terreau. Et ensuite, pour terminer, donc on regarde les végétaux. On regarde s'il y en a suffisamment, si la saillie est assez garnie. Les tâches sont les mêmes, mais les saillies drainantes, on a quelques petits défis supplémentaires. Okay. Donc on a comme le nettoyage des roches de rivière, par exemple. C'est sûr qu'en fonction de la position de la saillie, est-ce qu'il y a des arbres à proximité, est-ce qu'il y a un écoulement suffisant, on se retrouve avec des sections en roche où il y a une accumulation de terre, de copeaux, de feuilles, et ça favorise l'émergence des pousses et des mauvaises herbes. Oui. Avec l'accumulation d'eau dans les saillies drainantes, le paillis avait tendance à être dirigé par l'eau, puis à se concentrer au bout de la saillie ou dans des endroits finalement qui deviennent un peu problématiques. Donc ce qui a été décidé, c'est de ne plus mettre de copeaux dans les saillies drainantes, puis de densifier vraiment la saillie avec des végétaux pour limiter l'apparition des mauvaises herbes et puis éviter aussi le problème de ravinement du copeau qui après nous donne plus de tâches. Les niveaux sont à surveiller.
L'eau, lorsqu'elle rentre dans la saillie, on veut qu'elle aille de façon uniforme dans la zone d'accumulation en surface pour que tous les végétaux donc, puissent en bénéficier. Alors la première étape consiste à ramasser les nombreux déchets qu'on peut avoir dans les saillies qui sont pris à travers les plants, de ramasser les feuilles, essentiellement aussi parce que il y a une accumulation de feuilles dans les saillies. On désherbe un peu les petites pousses qui commencent à émerger. Et puis on rabat ce qui est nécessaire en termes de fleurs séchées, en termes de branches cassées. Voilà, celle-là, elle est assez belle. La végétation est très dense. On regarde qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On essaye de rendre la saillie la plus belle possible. On coupe les fleurs séchées, les branches mortes. On décompacte le sol parce qu'après l'hiver, c'est sûr que le sol s'est durci, c'est compacté. Donc on aère le sol pour que l'eau pénètre. Et puis oui, on essaie de rectifier les niveaux pour qu'il y ait un bon écoulement. S'assurer au début de la saison qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, qu'elle est propre, que tout a été nettoyé. Et surtout en début de saison, là, remettre toutes les saillies drainantes adéquates. Au bon niveau et avec la bonification, ajouter des végétaux. C'est pas mal ça les améliorations à apporter. Et dans le premier entretien. Donc là, c'est notre premier passage suite à l'ouverture pour voir comment la saillie évolue, puis essayer de contrôler un petit peu les plantes et les mauvaises herbes pour la rendre plus belle. On va la nettoyer, on va enlever toutes les herbes indésirables, et puis on va couper les fleurs mortes, on va essayer de voir un petit peu où sont les trous, et puis on va densifier. Et là, on va désherber, et effectivement, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui se sont installées. Là, c'est une partie c'est peut-être la partie la plus longue. Parce qu'il va falloir enlever des roches, aller désherber, les replacer correctement. C'est peut-être la partie qui est la plus fastidieuse. Alors voilà, c'est la dernière étape après plusieurs entretiens, plusieurs passages de nos équipes. Là, on va se concentrer sur la fermeture de la saillie avec les quelques tâches qui restent à faire. Effectivement, on n'a pas beaucoup de travail à faire et compte tenu de la surface végétale que l'on a avec cette saillie. Donc là, ça va consister à rabattre les quelques végétaux qui dépassent sur le trottoir. On va essayer de garder un sol pas trop couvert de feuilles. Là, on est chanceux, les feuilles sont pas encore tombées. Mais d'habitude, on essaye de ramasser le plus de feuilles possible à l'automne pour les saillies drainantes afin d'éviter de boucher les évacuations. Là, il n'y en a pas trop encore. On va se concentrer essentiellement sur les quelques végétaux à rabattre, sur les déchets à ramasser pour laisser la saillie propre, quelques mauvaises herbes encore qui sont présentes. Alors en conclusion, on peut dire que la fermeture d'une saillie drainante telle qu'elle est ici prend beaucoup moins de temps qu'une saillie normale. C'est le couteau le plus tranchant que j'ai jamais utilisé. Vérifiez-le. C'est le couteau de chef japonais qui remporte des de trouver les bonnes plantes pour mettre dans les bons endroits. Normalement, on essaye effectivement de diviser les plantes par souci d'économie et de réutilisation. Là, on a beaucoup d'arbustes. Donc, on a des Rosa rugosa, on a de la potentille. Donc là, on ne va pas diviser. Par contre, on va aller chercher de la division dans les Nepeta. Les Nepeta, c'est des plantes qui poussent très bien, qui se divisent très bien et qui grossissent très vite. Donc là, on va aller chercher un peu de division. Après, comme il y a des trous, on va essayer d'aller chercher un peu de variété aussi, pour avoir quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus diversifié. Exactement, c'est de planter très proche, de manière très dense, et puis peut-être en essayant d'aller chercher d'autres végétaux aussi. Une saillie qui est moins bien remplie, là peut-être qu'à ce moment-là, ça va prendre plus de désherbage, ça va venir plus souvent durant la saison. On tient compte du sol aussi qu'on a. Là, on est dans des saillies drainantes avec des particularités qui leur sont spécifiques, là. C'est sûr. On tient compte effectivement du passage, du piétinement. On tient compte de l'ensoleillement, évidemment. On essaye, oui, d'avoir de la diversité dans nos choix de plantes, dans la conception de nos saillies. Avoir des plantes couvre-sol qui vont jouer ces rôles-là de anti-érosion et conserver l'humidité du sol, empêcher empêcher
des plantes indésirables de prendre la place. Alors, Ce qui est ressorti beaucoup là, des recommandations faites par nos jardiniers, c'est qu'il faut planter, mais vraiment plus densément, là, parce que justement, on veut que les racines des végétaux jouent ce rôle-là de retenir la terre. Alors il y a quelques semaines, on avait constaté aussi une problématique de passage à ce niveau-là. Donc on a décidé de réagir et puis de planter des graminées, des miscanthus pour donner un peu plus de hauteur et puis de verticalité. Et puis ça devrait créer une sorte d'écran pour limiter les traversées. Pour faire en sorte que des projets soient une réussite, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une bonne communication qui se fasse à travers tous les niveaux, tous les membres de l'équipe. Donc, nous, on est plus dans l'équipe technique, on est plus dans la planification, les commandes, les choix de végétaux et tout ça. Mais c'est certain que nos jardiniers ont une expérience sur le terrain que nous, on n'a pas. Alors, je crois que c'est naturel là, qu'il faut qu'il y ait un échange d'informations entre nous tous si on veut faire en sorte que nos projets soient des succès. Et puis, à travers ça, il y a aussi les contremaîtres qui font la transmission de l'information entre l'équipe technique et les jardiniers. On va faire des essais sur 1-2 saillies avec une conception végétale, voir comment les plantes réagissent aussi. Puis en fonction de ça, ça va nous permettre de sélectionner les plantes, de les réutiliser ou justement de les éliminer. C'est au cœur de notre travail. Nous, on essaie de trouver et de s'adapter à toutes les propositions pour aller vers quelque chose qui peut assurer une pérennité, un embellissement des espaces urbains. Donc c'est quelque chose dont on est très fiers, effectivement. Oui. Puis je pense que c'est une problématique qui nous concerne tous. Alors nous, on est fiers à Rosemont là, de pouvoir proposer ce type d'aménagement-là. Nos équipes travaillent fort pour les entretenir, les rendre belles, pour proposer aussi aux citoyens et puis de l'arrondissement et d'ailleurs des conceptions qui mettent en valeur notre travail. En tant qu'horticulteur, on est pour l'utilisation des phytotechnologies puis des infrastructures vertes. Et puis, on se sent comme un maillon dans cette chaîne-là de transition écologique. Ah oui, ça pourrait, j'en ai plus pour ça. Ouais. Non. J'admire ce que vous faites, j'aime bien ça. Merci, madame. C'est beau, ça fait du bien des couleurs. Ouais. Ça nous Exactement. apprend. Bon, merci beaucoup. Il y avait beaucoup de répétitions. Merci pour votre patience, mais il n'y a personne de mieux placé que ces gens-là sur le terrain pour nous rapporter toutes ces belles œuvres-là. Pour en savoir un petit peu plus, dans le fond, dans la dernière année, on a créé des pages à la Ville de Montréal pour expliquer un petit peu mieux, là, justement, les infravertes, faire face aux fortes pluies, qui est un défi collectif. Également, comment protéger son bâtiment. Je pense que ça concerne tout le monde. Et la Ville de Montréal a quand même des bonnes subventions là, pour justement ajouter des éléments de protection dans vos maisons là, par rapport à toute cette histoire-là. Mais une page que j'aime beaucoup, c'est celle-là qu'on a écrite là, sur les aménagements résilients drainants pour faire face aux fortes pluies, donc parc résilient et IVD. Je termine sur un petit mot. Dans le fond, on insiste beaucoup sur les changements climatiques, ce sont des défis collectifs. Donc, les solutions sont collectives. On pourrait avoir le réflexe qu'avant une pluie, on voit le puisard devant chez nous avec des feuilles dedans. On se dit, ah, ça va peut-être déborder, il faudrait peut-être faire quelque chose, je vais appeler la ville. Mais si vous êtes en forme, vous avez le temps, dites-vous que ça, des puisards bloqués comme ça, il peut en avoir beaucoup dans une ville, puis il n'y a aucune ville au monde qui est capable de tout nettoyer, les puisards avant une pluie, dépendant de l'année. Fait que je pense qu'on peut tous prendre notre balai, puis ça je le dis à chaque fois, mais aller nettoyer un peu. On peut tous faire notre part, même qu'il y a des arrondissements qui ont des programmes pour justement adopter des plates-bandes, des saillies, etc. Je pense que c'est vraiment comme ça là, qu'on va pouvoir surmonter les défis qui s'en viennent.
Je vous rappelle, en 3 ans, on a eu 5 pluies qui ont eu dans le fond, des récurrences de 100 ans et plus. Donc, cette nouvelle réalité-là nous concerne tous. Puis, on ne peut plus là, vivre comme si on était dans le passé. Ben, merci beaucoup. On va prendre on va prendre les questions pour avoir quelques discussions. Je m'excuse un petit peu, j'ai cherché mes mots parce que dans le fond, sur Zoom, on ne voit pas les personnes, donc ça m'a déstabilisé un petit peu. Mais merci beaucoup, là. J'espère que ça vous a satisfait, là, tout ça. Hey, bravo Dominique, vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux te partager ton écran, s'il te plaît? Ouais, ça, je vais faire. Merci. Très bien. Donc, super. Fait que là, on passe à la question, comme tu l'as mentionné, la section des questions et réponses, justement. Donc, les gens ont utilisé l'option qui est en bas des Zoom, finalement, l'option qui est Question and Answer, si vous avez la version anglaise. Et si on a le temps, parce qu'on a quand même 39 questions, on voit que les gens sont vraiment très intéressés. Si on a le temps, on va espérer pouvoir répondre à toutes les questions. Mais on y va déjà avec la première. Donc, est-ce qu'il existe une base de données spatiale des IVD construite et planifiée? Je crois que Ikram, tu voulais répondre à cette question-là. Ah oui, excusez-moi, je pense que j'ai appuyé sur le mauvais bouton, mais c'est pas grave, je peux répondre à cette question-là. Oui, effectivement, en fait, on a commencé à mettre l'information sur notre système, le cycle là, de la ville de Montréal. Donc, on a une première couche avec les 160 premières saillies drainantes. Et puis, actuellement, on a développé une procédure pour justement géoréférencer l'ensemble des IVD à l'échelle de la ville. On est en train de finaliser cette procédure. D'ici quelques semaines, on devrait l'envoyer à nos partenaires pour être capable de récolter l'ensemble de l'information et de le mettre sur notre système de géoréférencement. Pour compléter ça, dans le fond, sur les données ouvertes, ça va être disponible, les IVD qu'on a. Donc, les données ouvertes de la Ville de Montréal, mais pas ceux-là planifiés, malheureusement. Seulement ceux-là construits. Oui, c'est ça. C'est vrai. Pour l'instant, elles sont dans le cycle, les premières, mais après, effectivement, elles pourront être en données ouvertes. Merci beaucoup. Donc, on passe à la suivante. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment l'objectif des 8500 mètres carrés d'IVD a été fixé? Est-ce que tu veux que je réponde? En fait, c'était les objectifs que la Ville de Montréal s'était donnés, des objectifs réalisables, réalistes dans le cadre du PEV. Donc, on avait 2 ans et demi, 3 ans à peu près pour justement, en fait, d'un côté, construire des parcs résilients pour retenir sur le territoire de la Ville de Montréal un total de 9000 mètres cubes d'eau. Et d'un autre côté, au niveau des IVD, c'était 8500 mètres carrés d'IVD qui étaient planifiés à être construites. Mais tous ces travaux-là, on n'est pas parti du noir. Il y avait une équipe stratégique qui avait été développée à la Ville de Montréal qui était 4 personnes. Je me souviens, Marie Duguay, il y avait Alain Charon, il y avait Rémi Aff, Brahim Amarouche, je crois également, qui ont travaillé sur justement les objectifs que la Ville pourrait se donner, qui sont réalistes dans les circonstances. Oui, puis peut-être pour compléter la réponse, c'est que on est parti aussi du nombre de saillies qui étaient déjà construites dans les arrondissements pour d'autres fonctions comme la sécurisation aux abords des écoles, etc. Puis à partir, comme en fait on l'a expliqué la semaine dernière, c'est qu'on y va par opportunisme. On profite de l'aménagement qui est fait pour d'autres fonctions et du verdissement, et là on vient y greffer la gestion des eaux pluviales. Donc, à partir de toutes ces informations-là, on est arrivé au chiffre de 8500 mètres carrés qui est inscrit dans les objectifs du PEV qu'on nous avait fixés. Ouais, j'aime ce que tu dis, Ikram, justement, parce que c'est vraiment la clé. Tu sais, quand on a regardé justement comment on a réussi à atteindre les objectifs aussi rapidement que ça, on est très fiers de l'avoir atteint, c'est parce qu'on n'a pas créé une nouvelle procédure, un nouveau format de projet. On s'est juste inséré dans des procédures existantes. Puis ça, c'est la clé. Donc, on veut faire changer les choses, c'est vraiment d'aller dans ce qui fonctionne, puis d'aller bonifier. Donc, on parle vraiment d'une stratégie là, de capter les opportunités. Très bien, merci. Prochaine question. Une IVD en milieu résidentiel versus en milieu industriel. Faut-il faire une différence? Dominique, tu veux que je réponde? Oui? Okay. Je peux y aller aussi. Tu me dis si tu veux répondre, vas-y, sinon je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Vas-y, je compléterai au besoin. OK, ça marche. Effectivement, en fait, ce qu'on peut observer en milieu industriel, c'est qu'il peut y avoir plus de camions,
peut-être plus de contaminants, etc. Donc, plus de passages, ça provoque peut-être un plus grand nombre de sédiments sur la chaussée. Et aussi, avec la poussière, etc., on peut avoir le substrat qui se colmate peut-être plus rapidement. Donc, oui, c'est un élément à considérer dans la planification des IVD. Puis, on peut adapter aussi la conception pour remédier aux éventuelles problématiques, comme par exemple mettre un caniveau de sédimentation plutôt que de l'enrochement pour capter les sédiments. Ça, c'est un peu plus efficace quand on a plus de sédiments. Venir peut-être faire un entretien plus poussé pour décolmater le substrat. Peut-être, donc, il y a des petits éléments à considérer. Mais effectivement, en fonction du contexte, des types de contaminants qu'on anticipe, etc., il faut effectivement adapter la conception ou la planification. Puis aussi, c'est très important au niveau de la conception de prendre en considération la surface de la rue. Parce que dans les quartiers industriels, souvent, les rues sont beaucoup plus larges, donc les IVD peuvent collecter beaucoup plus d'eau, donc plus de risques. Donc, fait que tout ça est à prendre en compte. Quelque chose aussi que tu me fais penser, Ikram, merci, parce que tout ce qu'on vous a montré, c'est des plates-bandes végétalisées à 3 strates. On s'entend que c'est très bien, que c'est très beau. Par contre, on a certains arrondissements qui, dans certains secteurs, commence à réfléchir à mettre dans le fond, des pré-fleuris, dans le fond, carrément, dans les IVD, que ce soit du pré-fleuri qui fait vraiment là, office de plantation. Donc, on va tester ça. Est-ce que ça prend justement moins d'entretien? C'est moins coûteux à l'implantation? Est-ce que dans le futur, l'IVD va garder son efficacité? Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vous invite à tester parce qu'on s'entend que plus qu'on multiplie les IVD, plus que c'est du travail d'entretien. Dans certains quartiers, comme industriels, peut-être que là, on ne veut peut-être pas avoir un gros aménagement paysager, mais on veut quelque chose d'un petit peu plus fonctionnel, là. Donc, adapter là, les plantations avec l'environnement aussi. Super, merci. Euh, Est-ce que les constats en lien avec le comportement de l'eau a été validé en période hivernale, lors de d'eau, par exemple? Ben, je suis désolé, ma slide, elle n'a pas. Je ne sais pas pourquoi elle a disparu. J'avais une slide sur l'hiver, mais on n'a pas fait de suivi tu sais, technique sur la performance tu sais, de l'ingénierie, ben, du civil en hiver. Par contre, les suivis visuels qui ont été faits n'ont vraiment pas soulevé de problématiques en termes de gestion de l'eau. Tantôt, je l'avais souligné, tu sais, justement, on avait des craintes d'accumulation d'eau à cause des IVD. Est-ce que justement l'eau va bloquer ou quoi que ce soit? Et ça ne semble vraiment pas être le cas. Même que dans certains cas, le fait d'avoir intégré un puisard à même une IVD, eh bien, ça fait en sorte de régler certains problèmes. Là, ce n'est pas scientifique ce que je vous dis là, ce sont des observations, mais ça a permis de régler certaines problématiques de gestion d'eau en hiver. Pourquoi? Parce qu'historiquement, les fameuses avancées de trottoir qu'on faisait, on déplaçait le puisard en amont ou en aval, dépendant du suivi de l'eau, mais de la saillie. Ce qui faisait que c'était à l'emplacement des stationnements. À Montréal, là, ceux-là qui voient là, les rues rectilignes, ben, qu'est-ce qui arrive, les stationnements? C'est déneigé peut-être 3, 4, 5 jours, une semaine après la tempête. Il y a de la neige qui s'accumule sur ces puisards-là. Ben, on voyait déjà une problématique de gestion de l'eau par cette façon de faire-là. Le fait de laisser le puissard dans l'IVD amène certains petits risques. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que justement, surtout en assurant une entrée d'eau le long de la rue, parce qu'on vous l'avez vu, là, il y a des IVD avec une ouverture dans la courbure et aussi sur le bord, mais que l'eau, justement, il y a un chemin beaucoup plus préférentiel et direct, puis que justement, il n'y a pas de banc de neige ou de glace ou d'auto, peu importe, qui bloque nécessairement ce puisard-là. Oui. Puis les résultats des étudiantes aussi incluent les observations faites en hiver. Elles ont pris une année entière C'est vrai, c'est pour vrai. produire leurs documents. Merci beaucoup. Donc, pour la question suivante, bien que les outils sont spécifiques aux arrondissements et à la ville de Montréal, pourraient-ils être partagés afin de faciliter leur adaptation pour d'autres municipalités, organismes? Il y a un guide qui est en rédaction, c'est ça que j'expliquais tantôt. Un guide qui a été rédigé là, à travers tout ça par Oriane Legigand, qui, dans le fond, est retourné là, en France. Et puis, malheureusement, en fait, on est sous-staffé à l'équipe Infraverte. Là, on a parce que dans le fond,
c'est pas qu'il y a des gens qui ont quitté, c'est on s'est fait donner d'autres missions et tout. Donc, on a des collègues qui s'en viennent et justement, ça va être un des mandats de la personne qui va me remplacer de vraiment compléter et d'amener le guide et d'amener ça, là, d'amener toute la mission là, encore plus loin. Mais il y a un guide qui va être à l'externe avec les tableaux, avec tout ça, toutes nos observations. Super, merci beaucoup. Prochaine question. Qu'est-ce qui est mis en place comme système pour les géoréférencements des IVD? Ben, c'est dans le fond un système de géolocalisation. Nous, dans les. Ben, c'est pas un GPS, là, on va s'entendre, mais dans le fond, les étudiantes ont, dans le fond, mis une adresse et ont simplement été sur, que ce soit n'importe quel système, ben, Google ou même MapInfo, etc. Pas MapInfo, excusez, QGIS. Et ce qu'on est venu faire, dans le fond, c'est simplement pointer, à tel endroit, on a la localisation. Et dans le fond, on a développé des règles d'attributs, dans le fond, des listes d'attributs pour chacune des IVD. Donc, c'est comme des listes à cocher qui sont intégrées à l'intérieur. Mais il n'y a pas de GPS qui a été utilisé. Puis par la suite, en fait, dans le fonctionnement, là, ben, à Montréal, en fait, il y a la réalisation du projet, des projets là, de rue, etc. Mais tous ces plans-là, il y a un TQC, un tel que construit qui est émis, qui est envoyé à la géomatique pour vraiment intégrer la géométrie de l'IVD pour que ça représente vraiment la réalité. Merci beaucoup, Dominique. Il y a une question qui porte sur les volets santé-sécurité. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont tombées dans une IVD par inattention, puis est-ce qu'il y a, vous avez eu écho finalement de quelques expériences dramatiques à ce niveau-là? C'est une bonne question. Non, on ne nous Vas-y. a jamais rapporté que quelqu'un était tombé dans une IVD. Mais c'est une bonne question parce qu'on se le fait souvent soulever. Hey, ça fait peur, tu sais. Il y a vraiment un sentiment d'insécurité parce que c'est comme, on n'est pas habitué de voir ça quand on marche en ville. On est tout habitué de voir des plates-bandes au même niveau que la rue. Là, c'est contre-intuitif. Mais déjà, dans la conception, il y a vraiment une bonne pente sur le bord. Puis la pente, c'est vraiment pour le sentiment de sécurité parce qu'au final, quand on marche sur le bord d'un trottoir, ben, le dénivelé entre le trottoir et la rue, c'est quasiment le même. Tu sais, fait que quand on marche sur un trottoir, est-ce qu'on tombe nécessairement? Non. Tu sais, Par contre, c'est très important là, pour ben, les personnes à mobilité réduite là, d'assurer qu'il y a les dégagements nécessaires, qu'il n'y ait pas de mobilier urbain et tout autour, là, parce qu'il faut quand même assurer le fonctionnement, là, le déplacement des gens. Exactement. Prochaine question. Autant dans la norme CSA W200 F18 et W201 F18, la conception, la construction et l'entretien y sont abordés. On se questionne à quel point l'application de toutes ces bonnes pratiques utiles augmente considérablement les coûts de construction des infrastructures urbaines. Ben, c'est une grande question là, qui ratisse. Ikram, Peux-tu répéter juste la fin de la question? C'est Bien que... sûr. Donc, on se questionne à quel point l'application de toutes ces bonnes pratiques, qui Ouais. sont très utiles d'ailleurs, augmente l'IVD en général. considérablement les coûts de construction des IVD. Ouais. Est-ce que ça augmente les coûts de... Considérablement. Des IVD. Ah, OK. En fait, ben, si tu veux, je peux apporter un premier élément de réponse. Tu sais, nous, on amène la fonction gestion des eaux de pluie à quelque chose qui est aménagé pour déjà d'autres fonctions, tu sais, comme la sécurisation dans le cas des saillies ou le verdissement pour tous les autres bénéfices, augmenter la biodiversité, diminuer les îlots de chaleur, etc., etc. Donc, si je comprends bien, la question, c'est juste par rapport à la fonction supplémentaire qu'on ajoute. Donc, souvent, en fait, les coûts de réalisation sont pas augmentés, même que parfois, ils peuvent être inférieurs à une saillie qui n'est pas drainante. Si je prends l'exemple, par exemple, du puisard, c'est que si on aménage une saillie à l'endroit où il y avait déjà un puisard à l'état existant, qui était sur la chaussée, en mettant la saillie drainante, on ne déplace pas le puisard à l'extérieur. On le garde à l'intérieur, on le rehausse en ajoutant un anneau. Donc, ce qui fait que on évite un coût de déplacement qui pourrait être de l'ordre de 10 à 15 000 $. Donc, ça peut revenir même moins cher qu'une saillie végétalisée non drainante. Si je compare juste la fonction drainant par rapport à... J'ai bien compris la question, mais... non, mais c'est très intéressant. En fait, tu en plein dessus, Ikram. Il y a aussi, en fait, nos observations, c'est pas là, nécessairement étudié et tout, mais les observations pointent vers à peu près un 10 de plus d'entretien. Mais à long terme,
peut-être que ça va être moins, justement. Parce que ce qu'on observe vraiment, les bonnes pratiques, c'est les 3 premières années quand ça prend. Après ça, il n'y a plus de paillis, les plantes ont bien pris, donc l'entretien. Je serais curieux, on ne l'a pas encore regardé, mais je serais curieux de voir une saillie bien construite, bien entretenue, après 3-4 ans, si la quantité d'entretien, justement, ne descend pas plus que les saillies classiques. Mais pour l'instant, on l'a vu dans la vidéo, c'est à peu près 10, l'enrochement, ces éléments-là, un petit peu plus de déchets, c'est à peu près 10% de plus qu'on nous a rapporté. Très bien, merci beaucoup. L'impact sur la collectivité et sur les gains est Beaucoup plus important. Ça, je vous confirme. Une autre personne voudrait savoir si vous pourriez partager les documents qui exigent la réduction des débordements par année. Ça, j'avoue que en fait, ça relève d'un autre département qui est la station d'épuration, parce que c'est le ministère de l'Environnement qui fournit des attestations d'assainissement municipal aux différentes stations d'épuration des municipalités. Et dans ces documents-là, auxquels personnellement notre équipe n'a pas accès, on a des exigences pour les ouvrages de surverse. Donc, pour chaque ouvrage de surverse, à Montréal, il y en a 162, on a des objectifs de débordement à ne pas dépasser qui sont fixés par le ministère de l'Environnement, puis ça dépend de chaque municipalité. Nous, en fait, ce qu'on a sorti, c'est un plan de gestion des débordements dans lequel on s'engage à réduire ces surverses en mettant en place différentes mesures. Et une de ces mesures, c'est l'aménagement d'infrastructures vertes drainantes sur rue. Mais il y en a d'autres des mesures dans ce plan-là. Et c'est vraiment un document qui est délivré par le ministère de l'Environnement aux stations d'épuration. Merci beaucoup, Ikram. On a encore du temps pour quelques questions. Je veux juste valider avec vous. Si on Oui, peut... une dernière question, on va pouvoir terminer à 1h30 après. D'accord. Une dernière question. Donc, pour les IFB, est-ce que la présence des caniveaux versus pas de caniveaux sur l'entrée est critique pour l'accumulation de sédiments dans les IFB? Les deux options étant présentes au DTN. Oui, alors, c'est que en fait, les caniveaux de sédimentation, ils vont être capables de récupérer plus de sédiments. Donc, on s'est donné un peu dans notre guide de conception une règle en se disant, si ton bassin tributaire fait plus que 500 mètres carrés, donc la surface qui se draine vers ton infraverte et de plus de 500 mètres carrés, peut-être privilégier le caniveau de sédimentation qui va être plus efficace pour récupérer les sédiments. Par contre, ça coûte plus cher à l'installation, à l'achat, etc., que de l'enrochement. Puis c'est aussi, il y a un élément des considérations d'entretien ici parce que l'enrochement est entretenu par les jardiniers, alors que le caniveau de sédimentation, comme l'expliquait mon collègue David la semaine dernière, s'il a une grille, parce que là, on est en train de développer un nouveau concept sans grille, un caniveau ouvert, s'il a la grille, comme on voit sur les photos, là, c'est plus les travaux pratiques, les travaux publics, pardon, de l'arrondissement qui vont l'entretenir. Donc, c'est pas les mêmes équipes. Alors ça, c'est un défi, mais pour l'efficacité en tant que telle, ça dépend vraiment de la surface tributaire qui se draine vers l'infraverte. À ce moment-là, on recommanderait un caniveau s'il y a beaucoup de sédiments anticipés. Je prendrai la dernière question sur les végétaux, là, les top 10 des végétaux. Je vais vous montrer en... On va pouvoir finir... Ah, oui, c'est OK. Toi, tu partages, Nelson. Je vais vous montrer. Oui. Dans le fond, je vous invite. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça s'en vient. OK. Donc, c'est vraiment les végétaux qu'on a le plus relevés dans les IVD et qui performaient bien. Donc, vous pouvez prendre une capture d'image. Donc, on a les vivaces ici, les arbustes, également des arbres là, qui ont bien performé. Je laisse le temps de prendre une capture d'image pour tout le monde. Et comme je vous disais, en fait, ça va être la prochaine mission de vraiment coordonner les listes de végétaux, là, de bonifier ces listes-là. On dirait que dans la dernière année, il n'y a pas eu beaucoup. Mais en fait, comme je vous l'ai dit à l'entrée de jeu, là, on s'est fait confier d'autres missions. Et dans la dernière année, il y a eu moins de bonification au niveau de cette liste de végétaux-là, mais c'est vraiment là,
le prochain livrable. Je pense Merci que c'est beaucoup, terminé. Benoît. Ouais, c'est Oui, ça. ben, en fait, c'est ça. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre malheureusement à toutes les questions. On voit vraiment que c'est un sujet qui intéresse énormément les gens. Je pense que pour aujourd'hui, malheureusement, on va devoir arrêter ça. Je vois des applaudissements, des thumbs up, des beaux icônes qui signalent vraiment à quel point je pense que les gens ont apprécié, pas autant que moi j'ai apprécié. Donc, juste pour terminer ce webinaire, j'aimerais vous parler des prochaines activités en lien avec cette série de webinaires, justement. Le 15 avril à 10 heures, ça va être la planification d'un parc éponge, analyse du potentiel de gestion des eaux de pluie d'un espace public, et le 29 avril, toujours à 10 heures, la conception d'un parc éponge, les phases et les livrables. Et je tiens à souligner que ces deux webinaires-là font partie de la thématique numéro 3, qui est espace public résilient pour la gestion des eaux pluviales pour la ville de Montréal. Donc, si vous visitez le site web du CRE Montréal, vous faites une petite recherche dans Google, dans la section événements, vous allez pouvoir vous inscrire à ces deux webinaires-là. Normalement aussi, vous devez avoir reçu, en vous connectant au webinaire, une petite page pour un formulaire d'évaluation. Ça prend vraiment 2 minutes à remplir. Ça vous remercie d'avance. Puis, je tiens à rappeler que pour l'attestation des participations, vous allez recevoir un lien vers un formulaire qui va prendre pas 3 minutes, mais 30 secondes à remplir. Une nouvelle méthode qui va éviter les traitements des attestations à la pièce qui était extrêmement chronovore. Donc, la date limite pour remplir le formulaire, c'est le 10 avril à midi. Ça, on fait ça simple et parfait. Donc, merci de votre participation. Encore une fois, pour votre fidélité. Puis, au plaisir de vous retrouver au prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup tout le monde.